Salut à tous, bienvenue. C'est Rebond, nouveau numéro donc de Rebond, la bien nommée. À chaque fois, je vous le dis d'ailleurs, mais à chaque fois, je suis ravi qu'on ait choisi ce titre, qu'on avait choisi quand même à une période où on ne pensait pas qu'on serait dans un tel rebond, parce qu'il faut le rappeler aussi à chaque fois, hein, pas oublier les amis, effectivement, il y a des tas de tensions partout, là, mais 6,25% de croissance pour la France, c'est du jamais vu. Les marges des entreprises, c'est du jamais vu. On va en dire un mot. Oui, d'accord, certains secteurs sont dans la difficulté, c'est un petit peu compliqué pour le bâtiment. Vous avez à lutter sur les pénuries, sur les difficultés de recrutement, mais enfin la trésorerie est là notamment. Bref. Oh, tiens d'ailleurs, juste rajouter un élément alors que j'ai appris très très récemment et très intéressant. Jeune chef d'entreprise d'ailleurs, hein, qui est à la taille de beaucoup des entreprises dont on parle et qui nous regardent, une petite dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Lui, il a constaté que le soutien de l'État durant la période incroyable qu'on a traversée lui avait fait gagner des parts de marché à l'export. Il faudra qu'on en parle ensemble, Grégory, je vous raconterai ça. Donc voilà, on reste dans cet environnement merveilleux. Et c'est pour ça qu'on va profiter de ce moment pour faire de la pédagogie et essayer de vous convaincre, hein, on va dire, essayer de vous convaincre que la facturation électronique, c'est le sujet du jour, hein, puisqu'on est en partenariat avec Cegid, la facturation électronique est une chance pour les entreprises, peut-être même pour notre économie. C'est parti, c'est Rebond. Et donc Grégory Desmaux est avec moi. Bonjour Grégory. Bonjour Stéphane. C'est toujours le directeur du marché petite entreprise. Oui, hein, oui, voilà. moi ce qui m'anime, c'est les petites entreprises et leur survie ou leur croissance. Non mais alors, juste un mot là-dessus, puis on en reparlera ensuite, puisque je t'interrogerai comme on le fait à chaque fois sur les demandes des clients. Mais mis à part certains secteurs très particuliers, allez, je crois que dans l'événementiel par exemple, les choses sont encore un petit peu compliquées. Elles ne sont pas en mode survie, les petites boîtes en ce moment, Grégory? Elles sont en mode survie jusqu'au jour où elles auront payé leur PGE. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'économie de la petite entreprise est toujours sous perfusion. 13% seulement des petites entreprises ont remboursé leur PGE. Il reste encore 90%, 87%. Donc ça reste sous perfusion. Il y a des nouvelles aides en plus de l'État avec le remboursement des frais fixes pour certaines entreprises qui sont encore touchées par la crise du sanitaire. Donc non, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de défaillance majeure. D'ailleurs, elles n'ont pas touché à leur PGE, elles auront les moyens de le rembourser. En fait, c'est de la trésor pour eux, là. C'est de la trésor pour eux, pour certains. En tout cas, il y a déjà 14 000 conflits qui ont été remontés au médiateur public pour, justement, incapacité de payer le PGE. Donc, 14 000 conflits 14 000 conflits sur 600 000 entreprises. Donc, oui, ça reste très, très léger pour l'instant. Mais c'est que le début, donc il n'y a pas eu de défaillance d'entreprise. Mais toi, tu restes un petit peu inquiet, alors j'arrive pas à y croire, ça. Je reste inquiet parce que oui, on n'a pas une vision réelle de l'économie aujourd'hui. L'économie est sous perfusion, et tant mieux. On en parlera tout à l'heure. Ça permet à certaines entreprises de prendre des nouveaux marchés. Ouais. Mais ça reste sous perfusion, donc c'est une lisibilité qui est imparfaite, on va dire. Alors, c'est très bien parce que la phrase que tu as prononcée, on n'a pas une vision réelle de l'économie, est un des éléments qu'on va pouvoir détailler ensemble sur la facturation électronique. Donc, le sujet là du moment, et d'ailleurs on a fait un peu de provocation, hein, l'urgence de la facture électronique, mais on est d'accord, on aurait pu titrer saisissez-vous de la facture électronique, opportunité, etc. Et tout. C'est quand d'abord, en termes réglementaires, comment et quand ça se met en place Alors, je vais faire un peu d'histoire. C'était quand? Parce que la facture électronique, en fait, ça existe depuis 2013. Entre 2013 et 2020, les entreprises qui travaillent avec le secteur public sont obligées d'émettre des factures électroniques. Et l'organisme public est obligé de recevoir. Donc, les grandes entreprises en 2013, et depuis 2020, c'est les toutes petites entreprises. Donc, une toute petite TPE, on verra notre ami imprimeur tout à l'heure, qui facture l'entreprise publique. Je ne sais pas s'il travaille pour l'État. Oui, mais je sais pas si, peut-être, on a quand même beaucoup d'acteurs qui travaillent pour l'État, est obligé d'émettre une facture électronique. Donc c'est déjà une réalité. La vraie nouveauté, c'est que depuis l'ordonnance de 2021, à partir de 2024, ça a été décalé d'un an, et on verra pourquoi tout à l'heure, entre 2024 et 2026, ces factures électroniques vont être obligatoires entre entreprises, dans le B2B. Et donc ça va changer la donne, puisque c'est l'ensemble du marché qui va être concerné. Tout à fait. Pourquoi décaler alors? Alors décaler parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. On pourra prendre l'exemple de l'Italie aujourd'hui qui a commencé très tôt, puisqu'en 2014, ils ont mis leur plateforme de facture électronique nationale. Et ils décalent d'année en année la réglementation pour limiter le nombre d'entreprises touchées, parce que c'est complexe, parce qu'en fait, ce n'est pas un flux
de facture qui est concerné, c'est la complexité des entreprises qui fait que dématérialiser tout ça est très compliqué. Alors, ça, c'est pour quand? Et alors, d'ailleurs, ça se fait en plusieurs étapes, hein. J'ai regardé ça. Et pardon, enfin, je vais le dire Alors, Dieu sait qu'on salue à juste raison assez régulièrement les dispositifs électroniques de Bercy et de la Direction générale des finances publiques. Très franchement, les amis, je ne sais pas si vous regarderez cette émission, mais la petite notice censée être explicative sur la mise en place de la facturation électronique n'est pas explicative. Voilà, je vais juste dire ça. Oui. Vous pourriez quand même donner un tout petit peu plus de détails. Et notamment, il va y avoir d'abord l'obligation de pouvoir recevoir la facture avant de pouvoir l'émettre. Grégory, ça veut dire quoi pouvoir recevoir une facture électronique? Ça veut dire pouvoir recevoir un mail, tout simplement, non? Alors absolument pas, puisque la facture électronique n'est justement tout sauf un email ou un PDF ou un fichier Excel ou une facture papier scannée et dématérialisée. Une facture électronique, c'est réglementé, ça a une norme et c'est une donnée structurée, réglementée, qui doit être émise de la part des entreprises. Donc ça n'a rien d'un email et d'un PDF associé. Au contraire, c'est une norme. Alors, il y a 3 normes qui existent aujourd'hui. Vas-y. Oui, prends tes notes. Le C2I, qui est une ancienne norme qui existait. Il y a UBL, qui existe aujourd'hui très largement. Et il y a surtout le petit dernier qui s'appelle FactureX, qui est probablement celui qui va être retenu en majorité dans tous les pays d'Europe qui vont basculer vers la facture électronique. Attends, parce que là, en l'état actuel des choses, on ne sait pas encore quel... Non, c'est toujours en décision. Pour l'instant, les 3 formats seront acceptés, mais le format le plus simple étant la facture X sera certainement généralisé. Mais si je suis là sensibilisé par cette émission qui va être sensibilisante, là, tout de suite, je veux m'équiper, parce que tu vas m'expliquer ce qu'il faut qu'on fasse. Alors, prenons l'exemple de Cégide, puisque tu es là. Vous accepterez les 3 formats Bien sûr. Ah oui, voilà, c'est ça. Bien sûr. Il y aura On ne va pas se retrouver avec VHS, Betacam. Non. D'accord. En fait, là, pour comprendre, pour vulgariser, facture électronique, c'est une facture d'un côté lisible pour un humain, donc avec des articles, des montants, des TVA, des choses qui se lisent à la main, à l'œil nu, et à côté un fichier de données structurées qui va être ingéré par le système d'information de l'État, par la plateforme de l'État, où toute la donnée sera structurée et lisible immédiatement. Donc ça permet d'avoir et la certitude qu'il n'y a pas d'erreur de données, d'erreur de saisie et surtout d'altération de la donnée quand elle a été émise, pour gérer la piste d'audit fiable qu'on demande à toutes les entreprises. Et à côté de ça, ça doit être une facture lisible par n'importe quel humain. Ça veut dire que, comme il faudra se mettre, et donc là, pour le coup, tu m'apprends vraiment un truc, c'est-à-dire que, comme il faudra se mettre de toute façon assez vite, donc c'est 2024, c'est ça, oui, pour les recevoir, les TPE pour les recevoir, donc il faudra de toute façon que j'ai un logiciel particulier à disposition. C'est la grande contrainte et c'est le grand bénéfice finalement des entrepreneurs. Un chiffre, 37% des entreprises aujourd'hui facturent encore sur de la bureautique, sur un fichier... Ben oui, mais si ou tu sur veux, du papier, 37%. Mais quand tu as des factures simples à faire, un bon vieux PDF... Alors c'est totalement illégal, hein, puisque si j'émets une facture qui n'a pas la capacité d'être intangible, certifiée et non modifiable, je peux changer de numéro de facture, je peux faire ce que je veux. Mais mon PDF, il est non modifiable? Ben, bien sûr que si, qu'il est modifiable. Un PDF signé de manière électronique est un PDF qui est scellé, qui est horodaté et qui est crypté. Ça, c'est un PDF signé. Un PDF normal peut être modifié. Si c'est mon PDF que j'ai scanné et que j'ai envoyé en mail, en fait, on en fait ce qu'on veut. Exactement. Donc ça va être complexe. Je vais prendre un exemple concret. Vas-y. Je prends un boulanger. Très bien. Boulanger, il vend des baguettes à des particuliers et il vend des baguettes à des restaurants. Pour le restaurant. Dans le cadre de la vente à un particulier, il émet un ticket, il est payé comptant, sur place. Donc, en 2026, ce boulanger aura l'obligation de déclarer tous les soirs son Z de caisse, sa recette du jour, sur la plateforme de l'État ou sur une plateforme partenaire. On verra qu'il y a des plateformes partenaires qui peuvent exister. Donc ça, c'est le premier effet. Ça s'appelle le e-reporting. Et donc, c'est l'obligation de déclarer ce qui n'est pas facturable. À côté de ça, il a des restaurants. Donc, un restaurant, il va y mettre une facture. Et cette facture-là devra être électronique. Donc, il y a 2 choses. Première chose, il va devoir avoir un format spécifique. Ça, il ne peut pas l'inventer, il est structuré, notamment comme la facture X. Donc, il a besoin d'un logiciel qui va émettre cette facture à ce bon format. Et ensuite, il a besoin d'un endroit où déposer cette facture. Et ça, c'est la plateforme de l'État ou la plateforme partenaire.
La plateforme de l'État va prendre cette facture, va regarder les données, les montants, les articles, la TVA associée, va être capable de déclarer à la Direction générale des impôts la TVA en temps réel. Et cette plateforme va donner à l'acheteur cette facture en lui disant « Tu dois de l'argent à ton fournisseur parce qu'il y a une facture dans ma plateforme que tu dois. » L'acheteur, lui, va payer son fournisseur et une fois que le fournisseur aura reçu l'argent, il va devoir déclarer le fait qu'il a reçu l'argent sur la plateforme de l'État. Donc cette plateforme de l'État va avoir non seulement... En temps réel. Au moment où je suis payé, je ne peux pas faire ça tous les mois. Justement, l'électronique et les systèmes d'information vont permettre de le faire en temps réel. C'est tout l'intérêt. Ah oui, ça va se faire tout seul en fait. Ça va se faire tout seul. Ah, oui. Parce que le premier bénéfice finalement de la facture électronique, c'est d'arrêter de passer du temps à gérer des factures et à gérer des encaissements. C'est une facture aujourd'hui. On va y aller. Je veux reprendre le truc et reprenons. Donc, effectivement, tu dis plateforme. Donc, en fait, il va y avoir des plateformes de dématérialisation partenaires. C'est ça. Oui, parce qu'en fait, il y a la plateforme de l'État auprès de qui tout le monde est obligé de passer. C'est cette fameuse plateforme Chorus, c'est ça? Alors, la Chorus, c'est pour le B2G, c'est quand on transige avec l'État. Avec l'État. En revanche, elle va s'appeler la FFP, plateforme publique de facturation. D'accord. La PPF. PPF. La PPF. PPF. Donc, cette plateforme-là, tout le monde va devoir y passer. Et en fait, c'est quoi? C'est un annuaire de toutes les entreprises françaises qui sont capables d'acheter et de vendre. Donc, c'est le centre de tout. Puisque quand vous déposez une facture dans cette plateforme, c'est l'État, la plateforme de l'État, qui va la redonner à l'acheteur. Et donc l'acheteur doit être dans l'annuaire référencé avec son numéro de sirène, avec toutes ses coordonnées et son statut. Donc cette plateforme va être capable de faire et le passe-plat, et l'analyse de la donnée, et de la donnée de financement, c'est-à-dire à quel moment le client va être payé ou pas, et donc va être capable d'avoir des délais de paiement en temps réel. On va y venir de ça, mais d'abord, ça veut dire que ça va quand même être une colossale remise à niveau pour un certain nombre. Alors, je vais dire même pas de TPE, parce que les TPE, globalement, elles sont structurées là-dessus, mais d'indépendants. Les indépendants, il va falloir quand même qu'ils aillent rechercher l'ensemble des infos qu'ils ont. J'en sais rien, moi. Si tu es indépendant, est-ce que tu es sûr d'avoir ton numéro de TVA intracommunautaire, par exemple? Oui, aujourd'hui, ils l'ont tous. Aujourd'hui, ils l'ont tous. D'accord. C'est des obligations depuis la loi. Oui, c'est des obligations, mais c'est au fond d'un classeur. C'est au fond d'un classeur, quelque part. 37% des clients ne facturent pas encore, facturent sur du papier. Donc, oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a encore un travail à faire. Et là, ce sera le rôle des experts comptables, qui sont les premiers conseillers des entreprises, qui vont devoir accompagner, vulgariser, aider, donc, équiper. Je mets ma facture sur la plateforme de l'État ou sur... Comment ça va se passer pour Cégide, par exemple? Vous allez demander, vous, un agrément Bien sûr, nous aurons une plateforme, nous serons certifiés plateforme partenaire de facturation. Et donc, l'intérêt, c'est d'être au centre dans nos produits, déjà, donc ne pas avoir besoin de sortir d'un produit Cégide pour être capable d'aller déclarer sa facture. Donc, j'ai rien à faire, je suis dans le même environnement. C'est clair. Pour avoir ensuite le suivi du statut de cette facture, est-ce qu'elle a été acceptée par mon client? Est-ce qu'elle a été payée? Est-ce qu'elle a été, quand est-ce qu'elle a été reçue? Encore une fois, on va pouvoir encore transiger, dire que je ne veux pas payer cette facture. Les contestations seront encore possibles. Absolument. Mais comme la première raison d'un non-paiement d'une facture, est-ce que vous savez ce que c'est? Tu vas me dire, non. C'est le fait de dire, j'ai pas reçu la facture. Ouais. Et ça, ce sera plus possible. Ouais. 70% des factures qui ne sont pas payées, la première raison, c'est j'ai pas reçu la facture. Ouais. La deuxième raison, c'est elle est là, un délai mal exprimé. Je ne sais pas, vous m'avez pas dit à quel moment je devais vous payer. Ouais. Et le troisième, tout petit, c'est j'avais pas de bon de commande derrière. Ouais. Il n'y avait pas de numéro identifié. Ouais. Mais le premier, c'est ça. Donc, on règle le premier problème de recouvrement des TPE aujourd'hui, c'est le fait que la facture a été acceptée et reçue par son acheteur. Ce qui... D'ailleurs, et pas totalement faux, enfin je tiens à le dire, quand notamment vous êtes petite entreprise, vous envoyez des factures à des grands comptes, et les grands comptes sont longs à payer, etc. Il se trouve que moi je travaille avec un certain nombre d'entre eux, le sujet m'a passionné, tout le processus P2P. Tu as quand même effectivement la facture en fait qui a été envoyée au gars métier qui avait signé le contrat et qui reste dans son tiroir. Exactement. Il n'a absolument pas prévenu la compta qu'il avait reçu la facture, il l'a complètement oublié. Voilà. Donc, ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Et ça, c'est fantastique. On parlait d'opportunité. C'est une vraie opportunité pour les TPE d'être mieux payés au juste à temps par rapport aux échéances qu'ils donnent dans la facture. Et une réponse à la question. Il y a une estimation d'ailleurs des délais de paiement que ça va faire gagner Alors non, il y a une estimation de l'État qui dit ce système de facture électronique va nous faire gagner en fraude à la TVA 15 milliards par an. 15 milliards. Il
faut le relativiser. Hein, l'univers des petites entreprises, c'est 500 milliards de chiffre d'affaires qui passent, de factures qui passent entre les entreprises. C'est 150 milliards de TVA. Donc on va dire que c'est un gain de 10% sur la TVA existante aujourd'hui. C'est 15 milliards par an. Et le deuxième aspect, c'est la productivité de la TPE. Le temps qui est passé à gérer une facture, l'émettre, la recevoir, la recouvrir et récupérer l'argent et la rapprocher, c'est 15 € par facture aujourd'hui. Donc ce temps qu'on n'aura plus à passer sur la facture, c'est autant de productivité que l'État estime à 5 milliards. Donc globalement, c'est 20 milliards par an d'économiser et de récupérer par l'État. Et il va falloir vous y mettre parce que, alors là encore, pour travailler avec un certain nombre de ces grands comptes, d'ailleurs, parce que la pression de la DGCCRF aujourd'hui est très très forte sur les délais de paiement, ils se battent pour essayer, alors le terme c'est onboarder, pour essayer d'embarquer leurs tout petits fournisseurs d'ores et déjà, sur des modèles de facturation électronique. Ils ont un mal fou. Donc là, à un moment, je suis désolé de dire ça, mais que le réglementaire s'en occupe, finalement, c'est très très bien, non ? Et du coup, on peut reboucler sur ta question, pourquoi 2024 ? Parce qu'en fait, l'obligation d'émettre une facture va être en 2024 pour les grandes entreprises, 2025 pour les ETI, les moyennes entreprises, et 2026 pour les toutes petites entreprises. Mais comme les grandes entreprises ont l'obligation d'émettre des factures électroniques au 1er janvier 2024, si le boulanger achète sa farine chez un industriel énorme en compte, lui a l'obligation de lui envoyer une facture sur sa farine, c'est 5 kilos de farine, en dématérialisé, en e-facture. Et donc, il est obligé de recevoir. Et ça, c'est le vrai problème, je pense, de la prise de conscience qui n'est pas encore réelle sur le marché. C'est que tout le monde pense que oui, on a le temps, on a jusqu'à 2026 pour émettre, mais l'obligation, c'est la réception en 2024. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut... Donc, ça y est, je suis convaincu. Je m'y mets. Donc, alors, on va dire, j'appelle Cégide. Oui, évidemment, mais le sujet, j'ai juste un logiciel à installer, en fait. C'est pas non plus très, très compliqué, j'imagine. Ça n'a rien de compliqué, c'est juste une routine de gestion qui ne sont pas intégrées aujourd'hui dans les petites entreprises. Donc, il faut juste, au lieu d'envoyer sa facture papier dans sa boîte à chaussures à son expert comptable et à son client par courrier avec un joli timbre, c'est les troisièmes gagnants de l'histoire, les experts comptables. Les experts comptables. Donc, c'est juste un modèle de gestion différent. Et ce qu'on essaye de faire chez Cégide, c'est de ne pas être simplement d'apporter une solution réglementaire à cette loi, c'est d'apporter des services supplémentaires. On veut créer de la valeur autour de la plateforme. Et c'est pour ça qu'il y a des plateformes partenaires qui existent. Parce que l'État, elle, va faire son boulot, collecter, déclarer et transmettre. Nous, on va apporter des services financiers nouveaux autour de la facture, comme le paiement en ligne, le paiement en un clic sans déclarer l'IBAN de son fournisseur, l'affacturage, le financement de facture. Tout ce qui règne autour de l'optimisation de trésorerie à travers la facture, c'est le service qu'on va proposer sur notre plateforme. Tout ce qu'on a gagné dans notre vie de particulier avec la digitalisation des banques, on va le gagner en fait dans la vie de l'entreprise avec la digitalisation de la facture. Grégory, c'est passionnant. On marque une pause. La petite minute. Que vous demandent vos clients en ce moment, Grégory ? Donc, évidemment, TPE. Ça tombe bien, on sort d'un événement où on avait justement beaucoup d'entrepreneurs autour de nous. Et il y a beaucoup de questions, mais on va dire qu'il y a toujours deux questions qui reviennent aujourd'hui. Il y a encore des besoins de digitalisation, de comprendre de ce que peut apporter le digital à ces entrepreneurs, parce qu'ils ne conçoivent le digital qu'à travers un outil. Et ce qu'on leur explique, c'est que le digital doit restructurer leur organisation, leur manière de vendre, de se positionner sur le marché. Et ça, c'est pas notre rôle de le faire. Nous, on est là pour apporter des outils de gestion. Mais on essaye de relativiser la digitalisation en disant c'est une remise en question de votre business model. Et c'est ça que peut apporter cette digitalisation massive qu'on a eu grâce. Vous allez être obligé de basculer dans le consulting, dis donc, c'est-à-dire. Mais presque, on aime nos clients. Donc on leur répond et on partage avec eux sur énormément de sujets. Et tu as des dizaines de milliers d'exemples, de cas, tu vois des évolutions, tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas. Donc là aussi, il y a quand même une dimension de conseil qui pourrait être intéressante. On a un vrai. Ok, donc premier point, digitalisation accélérée. Et deuxième point, on reste sur les sujets de trésorerie. Et donc c'est tous les moyens de financement, recouvrement, affacturage, paiement en ligne, paiement différé, enfin tous ces systèmes qui permettent de payer plus tard ses fournisseurs et d'être payé plus tôt par ses clients. Ça, c'est les vrais sujets du moment. Parfait, on continue notre émission Rebond. Et donc la dernière partie, Grégory, on voulait
retrouver Arnaud Adler. Donc Arnaud, merci de venir nous voir. Donc on avait fait une précédente émission de Rebond. C'était juste après le déconfinement, Arnaud, qu'on s'était vu. Enfin, c'était le moment où on commençait le déconfinement. Voilà, on était dans l'entre-deux. On avait passé le gros premier confinement et puis on était dans l'entre-deux, exactement. Alors, t'es imprimeur, hein Oui, à la base. À la base. Ouais. Tu nous avais raconté que tu avais réussi à pivoter en imprimant des stickers qu'on mettait sur le sol. Des marquages au sol pour respecter sol. la distanciation Covid, avec des protections Covid, pour essayer, je veux dire, de répondre aux besoins existants et de s'adapter. Ouais, et puis pour bosser, quoi. Ouais, voilà, et puis pour bosser. Ouais. Bon, alors, t'en es où là maintenant ? Est-ce que le rebond, notamment, marche aujourd'hui pour l'imprimerie et pour ton secteur ? Alors, écoute, aujourd'hui, tout de même, l'activité a repris. Donc ça, c'est sûr. Par contre, on est à 80-90% d'activité normale, on va dire. Donc si je vois le verre à moitié plein, c'est plutôt pas mal, parce que par rapport au premier confinement, on était quasiment à l'arrêt. Ah bah oui, non, donc ça, c'est bien. Par contre, si je vois le verre à moitié vide, il nous manque 10-20% d'activité. Et quand on connaît nos niveaux de marge qui sont dans la moyenne, on va dire, de 5% de résultats nets, avec 10 ou 20% d'activité en moins, c'est pas suffisant. Donc il faut se réinventer, donc il faut se développer. Alors attends, juste un truc là-dessus, parce qu'on va aller sur la façon dont tu as réagi, c'est assez génial, mais oui. Est-ce que tu crois que c'est... On parle de digitalisation avec Grégory. Est-ce que tu crois que c'est peut-être structurel, en fait ? Il y a peut-être moins de besoin d'imprimerie. Je suis d'accord avec toi. Il y a deux choses. On va prendre deux exemples. Les salons professionnels et la formation. Les salons professionnels, ils ont repris depuis septembre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour nous, c'est un bon driver en termes de communication parce qu'on imprime des plaquettes, des cartes de visite, on habille les stands. Sauf qu'aujourd'hui, on a une fréquentation domestique. Donc, il y a moins... Sur les salons professionnels, j'entends, il y a moins de visiteurs étrangers. Et par ailleurs, les Français... Donc, qu'on équipe nos clients qui avaient l'habitude de partir à l'étranger pour exposer, ils y vont moins parce que encore Covid. Donc ça, j'espère que ça va passer dans quelques mois et ça va se normaliser. Donc ça va revenir d'ici quelques mois. Par contre, sur la formation, la part du digital a pris des parts de marché considérables par rapport à la part du présentiel. Et ça, c'est des marchés qu'on ne retrouvera plus parce qu'on a beau proposer d'imprimer quand même les supports de formation et de les envoyer à domicile chez les personnes, finalement ça ne marche pas, les gens se disent mais non, on va être en full digital et puis ça va. Donc ça effectivement c'est perdu, on ne retrouvera plus et on a besoin de se réinventer. Et donc tu t'es réinventé avec des nouveaux environnements de travail. Enfin, pas complètement réinventé, parce que l'imprimerie continue à bosser. Oui, l'imprimerie continue à bosser, et puis on se bat pour essayer d'avancer. Oui, je me suis réinventé, en fait, avec un nouveau métier, qui est le coworking. Alors, j'ai besoin de te faire 30 secondes d'historique de mon entreprise pour que tu comprennes. En fait, il y a 4 ans, notre imprimerie a dû déménager dans des locaux on était dans une pépinière qui devait fermer, on devait déménager, bref. Ces locaux étaient parfaits pour notre imprimerie. Le seul défaut qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient trop grands. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? C'est compliqué, tu sais, de trouver des locaux pour une imprimerie industrielle. On a besoin d'être en rez-de-chaussée, un accès camion, il y a le personnel qui ne doit pas être loin. C'est compliqué. On s'est dit... Ça fait du bruit encore, les imprimeries ? Un petit peu, mais ça va. Ça va. Donc on s'est dit, on le prend quand même. Et on va faire de cette contrainte une opportunité. Au premier étage, sur les mètres carrés qu'on a à disposition, on va créer un espace de coworking. D'abord, ça nous fera des colloques, c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable. Et par ailleurs, ça va nous diminuer nos charges immobilières. Ce coworking, il marche très très bien, il est quasiment plein en ce moment. Juste avant le premier confinement, il y avait une liste d'attente pour venir, je ne sais pas si tu imagines, mais c'est plutôt agréable. Et tu sais, pendant le confinement, un entrepreneur, ça réfléchit, ça se dit qu'est-ce que je pourrais faire ? C'était déjà latent un petit peu avant la crise, mais alors en sortie de crise, ça s'est accéléré. Qu'est-ce qu'on sait faire au-delà de l'imprimerie ? On a su occuper des espaces libres en créant un espace de coworking, en l'aménageant, en le commercialisant et également en le gérant. On s'est dit, mais ça, c'est un actif qui intéresse les gens, surtout en cette période de crise. Absolument. Où les gens ont réduit leur voilure, où le télétravail s'est développé. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des bureaux vides. Par contre, les entreprises veulent garder cette flexibilité et se dire « Mais attends, je ne vais pas filer mes bureaux à louer si jamais j'ai un regain d'activité. Moi, je veux pouvoir les récupérer. Mon cœur de métier, c'est ce que je fais, ce n'est pas de sous-louer des bureaux. » Et donc, c'est là où on intervient parce qu'on dit « Oui, mais on va... vous les rentabiliser, ces bureaux vides, mais en mode coworking. Mode coworking, ça veut dire quoi ? C'est toute l'opposition du 369. C'est un peu entre le CDI et l'auto-entrepreneuriat. Ça veut dire que celui qui vient en coworking, il a un préavis court, 1 à 3 mois
pour s'en aller s'il veut. Entre toi et moi, un entrepreneur aujourd'hui qui veut s'installer, tu te rends compte qu'il doit s'engager au moins sur une période de 3 ans. Et c'est toi qui gères ça, c'est toi en fait. Voilà. Parce qu'il faut qu'on raconte, on parle un peu de cash aussi. Ouais. C'est toi qui gères en fait cette souplesse. Exactement. Et qui offre à l'entreprise qui a des mètres carrés disponibles. Exactement. En fait, on lui propose de signer un contrat où lui va être prestataire et nous, on va être coworker avec la possibilité de sous-louer 100% aux variables. Et ensuite, on va commercialiser, gérer, on va donner quelques conseils d'agencement, même si ce n'est pas notre cœur de métier. Par contre, commercialiser, ça, c'est notre cœur de métier. Parce que alors tu dis ton cœur de métier. Tu as recruté un gars qui est spécialiste de l'aménagement de bureau parce que... Non, alors ça éventuellement, on conseille des personnes qu'on connaît, mais on ne rentre pas là-dedans. Par contre, on rentre vraiment dans la commercialisation. Je dis on parce que je travaille avec ma femme là-dessus. Et donc, on a un marketing très, très agile dont j'ai pu m'appuyer sur mes connaissances de l'imprimerie. L'un se nourrit un petit peu de l'autre. Ensuite, on le gère avec des contrats. Et chose qui est un peu drôle, c'est que certains clients du coworking deviennent aussi clients de l'imprimerie. Donc la boucle est bouclée. Tu sais, pour avoir fréquenté les imprimeries, et juste un mot, un mot, parce qu'on prend aussi la mesure de la digitalisation, parce que je peux te dire qu'il y a 35 ans, quand je fréquentais les imprimeries, c'était inimaginable de travailler au-dessus d'une imprimerie. Tu vois, entre les odeurs d'encre et le boucan dingue que ça faisait, c'était inimaginable. Donc ça veut dire que là, les choses ont vraiment énormément changé. Le numérique s'est beaucoup développé. Gestion du cash, Arnaud. Ouais. Hein, tu as actionné, comme énormément d'entrepreneurs, toutes les aides diverses et variées. Tu les as gérées au fil de l'eau. T'en es où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, moi, j'avais pris le PGE. J'ai pris 25%. J'ai pris le maximum. Au bout d'un an, j'ai demandé un différé de 1 an pour l'avoir au chaud. Aujourd'hui, il est toujours au chaud. On est là, en général, fin octobre, c'est toujours une période difficile parce que tu sors de juillet et août, c'est des petits mois, donc tu as les encaissements de juillet et août. Donc c'est le CREBA. Le CREBA, il a commencé à faire des bisous au PGE, mais c'est bon, on n'y a pas touché. Et là, je pense que ça va remonter, donc ça va aller. Donc en gestion du cash, ça va aller. Mais voilà, il faut se battre tous les jours. Grégory, 2024. Alors, moi, normalement, je commence en avril 2022, mais apparemment, on aurait gagné 1 an, donc bon. Ma banque attend. Ils ont gagné 1 an. Oui, ils ont gagné 1 an. Mais il n'y en aura plus derrière. Bon, va savoir. Notre ministre a dit clairement il n'y aura plus. Mais Grégory, regarde ce qu'on vient de vivre, regarde ce qu'on vient de traverser. Tout est possible. Comment peux-tu c'est vrai. Comment peux-tu prononcer la phrase il n'y en aura plus. Je crois que quoi qu'il en coûte, il faut qu'il s'arrête un moment quand même. Oui, mais c'est une sortie en sifflet. Je pense qu'il n'y aura rien de brutal. Tu comprends ? Quand tu cantonnes 163 milliards d'euros de dette, tu ne vas pas faire calancher des boîtes pour un petit milliard en plus ou en moins. Tu comprends ? Je crois que c'est... Ce ne sera pas brutal, ça c'est le bon message. Mais j'aime beaucoup le CREBA a commencé à faire des bisous au PGE. Ouais. On imagine bien le truc. Des bisous platoniques. Et aujourd'hui, donc, on a 7 espaces de coworking, donc 1 en propre. Tu as créé une marque. Et 6 pour compte de Coworkea. Donc j'ai créé une marque, Coworkea, et puis je pense qu'on va passer la dizaine d'ici la fin de l'année. Ce qui change un peu par rapport à l'imprimerie, c'est que c'est un marché porteur. Pour le coup, ça, on ne prend pas les rames à contre-courant. Enfin, ça répond à un point de douleur qu'on a eu et que d'autres entreprises ont. Donc répondre à un point de douleur, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, facturation électronique. Je ne sais pas si tu as écouté le quart d'heure d'avant. Écoute, voilà. j'ai entendu, faut que je me muscle un peu sur le sujet parce que c'est vrai que... Mais non, c'est hyper simple, il s'occupe de tout. Ouais. Bon, on va prendre rendez-vous. Et votre expert comptable aussi. Ouais, d'accord. C'est les vrais conseils. Merci Grégory, merci Arnaud. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rebond. La prochaine d'ailleurs, ce sera sur les ressources humaines, sur la révolution du travail, révolution du management d'ailleurs. Vous allez voir, les managers doivent devenir des coachs dans quelques semaines donc, sur Rebond et sur Bismart.